à tous, bonjour Renaud, merci de rester fidèle à l'histoire continue. Nicolas Sailly qui est là aussi, bonjour Nicolas, notre diététicien spécialiste des troubles alimentaires. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Valentin. Bonjour Valentin. Valentin que j'avais reçu dans toute une histoire il y a 1 an et demi. Vous étiez venu nous parler de cette maladie dont vous avez tant de mal à vous débarrasser, l'anorexie. Pourquoi vous avez décidé, pourquoi vous étiez venu à l'époque nous en parler ? J'étais venu parce que j'étais une période où ça allait mieux et je souhaitais témoigner auprès des autres qui pourraient vivre la même situation pour essayer de les aider à avancer. Et là, vous parlez à l'imparfait, à une époque où ça allait mieux, ça veut dire qu'aujourd'hui ça va moins bien ? Ça va un peu moins bien, oui, j'ai fait une rechute pendant cette année passée. Alors, on va regarder quelques extraits de votre témoignage combatif de l'époque et puis on parle avec vous après. Ça a commencé quand j'avais 14-15 ans en 3e, avec la découverte de mon homosexualité. Mal dans sa peau, Valentin avait vécu une adolescence bouleversée par les troubles alimentaires. Je me suis un peu renfermé sur moi-même. J'ai commencé à plus prendre de petit déjeuner. Comment vous vous alimentiez à ce moment-là ? Je mangeais pas de la journée. Le soir, je rentrais chez moi, je mangeais à table comme tout le monde et après j'allais me faire vomir. Les parents de Valentin avaient alors tout essayé pour aider leur fils à vaincre son anorexie. J'ai tout de suite compris que c'était grave. L'état de Valentin a continué de s'aggraver. Et donc là, on s'est dit avec son papa qu'il fallait trouver un lieu d'accueil. Est-ce que vous êtes culpabilisé ? Oui, moi j'ai culpabilisé. J'ai même j'ai fait un burn-out l'été 2012. Tellement c'était compliqué d'aider Valentin à affronter cette maladie. Jamais j'aurais souhaité leur faire du mal. J'ai envie de les remercier. Si je n'avais pas eu tout leur soutien, je ne sais pas si je serais encore là aujourd'hui. Avec l'aide de ses proches et après plusieurs hospitalisations, Valentin était bien décidé à surmonter son anorexie. Quand je me regarde, je trouve que j'ai les bras encore maigres. J'ai pas envie de maigrir plus. J'aimerais prendre du poids, mais en muscle. J'ai envie de me remuscler, d'avoir un corps plus d'homme. Je pense vraiment que j'ai fait le plus gros chemin vers la guérison, que j'ai fait le plus dur et que je me sens beaucoup mieux comme ça. Et qu'il ne me reste plus grand chose pour être totalement sorti de la maladie. Ces images remontent au 24 novembre 2014. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de revoir ces images ? Beaucoup d'émotions, de repenser à tout ça, de repenser à ce moment où j'étais mieux et de voir à quel point, où j'en suis aujourd'hui. C'est un peu douloureux aussi. De voir que vous avez replongé ? Qu'est-ce qui s'est passé alors ? C'était une succession d'événements, une relation compliquée avec une rupture, une formation qui ne me plaisait pas, un concours que j'ai pas réussi. Petit à petit, les vomissements sont revenus, le contrôle sur l'alimentation. On sent que ça revient, on peut anticiper ou on est passif, on n'a pas le choix. Je l'ai senti revenir quand même. J'ai essayé d'anticiper, d'avoir une première hospite courte et... Hospite courte, c'est hospitalisation ? Oui, c'est une hospitalisation. Ouais. J'étais hospitalisé 3 semaines au mois de mai dernier, mais ça n'a pas suffi à me faire remonter. Ouais. Et là, vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu compliqué toujours. Il y a toujours des crises de boulimie avec des vomissements, toujours un peu de contrôle sur l'alimentaire et du coup, le poids reste un peu râler pâquerette. Vous en êtes où dans votre vie ? Dans ma vie, du coup, je prépare les concours d'éducateurs spécialisés. Du coup, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et qui me permet aussi de m'accrocher pour pas tout lâcher au niveau de la maladie. Et la vie sentimentale ? Rien. Nicolas Sailluc, on va profiter de votre expertise et si vous êtes là, c'est peut-être pour aider Valentin à retrouver un chemin plus lumineux peut-être, hein ? Alors, il est toujours en chemin, c'est ce qui est intéressant. Souvent, on utilise ce mot de rechute un peu trop rapidement, comme si on s'effondrait complètement, ce qui n'est plus le cas, puisque apparemment il y a des hospitalisations de 2 jours qui sont mises en place, des hospitalisations courtes. Vous avez un suivi aujourd'hui, d'après ce que je comprends. Donc attention, quand on rechute, on ne rechute plus seul maintenant, lorsqu'il y a toute une équipe médicale autour de nous. C'est fréquent, j'imagine. Le chemin n'est pas linéaire. Tout simplement. Ouais. Et voilà. Et attention quand on utilise le terme rechute parce que c'est connoté négativement et ça rajoute encore de la difficulté. Juste, il faut expliquer que progressivement,
progresser dans la sortie du trouble alimentaire. Ça se fait par étapes, ça se fait par paliers. Surtout, ça se fait accompagner pour pouvoir s'en sortir. Et ça, déjà, si vous avez tout le cursus médical et toute l'équipe médicale autour de vous, vous allez avoir plus de chances pour traverser ce palier plutôt que cette rechute. Je suis tout à fait d'accord parce que ma dernière hospitalisation n'avait rien à voir avec celle d'avant. Je n'étais pas dans le même état d'esprit, dans la même dynamique. C'est moi qui ai fait le choix d'y aller, qui ai décidé et qui avait l'envie. Alors que les toutes premières, c'était j'y vais parce qu'on me demande d'y aller. Il était venu à 50 kg sur le plateau. Aujourd'hui, il en pèse 44, 45. Mais voilà, il n'est pas aussi bas que sur ces crises, on va dire que sur ces premières crises où vous pesiez 34, 35 kg. Il n'est pas retombé aussi bas. Lorsque la rédaction a pris de vos nouvelles, Valentin, nous avons bien constaté que votre état de santé ne s'était pas forcément amélioré, voire un petit peu dégradé. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Jacques, c'est l'un de nos téléspectateurs. Lui aussi est tombé dans cette spirale infernale, qui est l'obsession de la maigreur. Il a 65 ans. Et il a connu 2 grandes périodes d'anorexie dans sa vie. La première très tôt, à l'âge de 11-12 ans, et puis la deuxième à la trentaine. Ça a duré pendant quasiment 15 ans, allant même jusqu'à peser 42 kg pour 1m74. Aujourd'hui, il a réussi à rebondir et il va nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau pour parler, pour échanger avec Valentin. Il a réussi en fait à accepter la maladie. Nicolas Sahuc nous dira peut-être que c'est l'une des clés de la réussite, en tout cas du cheminement, savoir accepter et mettre des mots sur cette maladie qui est souvent associée à une maladie de filles et qui touche finalement les garçons. Oui, tout à fait, ça touche aussi bien... Alors on a des sex ratios, comme on dit, on est plutôt sur du 9 pour 10, 9 filles qui sont touchées pour un garçon. C'est pour ça qu'il faut expliquer que malheureusement l'anorexie mentale touche tout le monde, touche aussi bien les filles que les garçons, et surtout ne pas attendre pour rentrer dans les soins. On sait que si vous rentrez dans les soins dans les moins d'1 an de chronicité de la maladie, en gros, vous êtes parti pour 1 an et demi de traitement et de suivi. Plus vous tardez à rentrer dans les soins, plus la maladie va rentrer dans la longueur. On va dépasser les 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Malheureusement, on a des gens qui vont même ne pas s'en sortir de la maladie et qui vont vivre avec. Alors, il faut bien rappeler que même si on n'arrive pas à la guérison, il y a toujours du soin qui est possible. Alors, votre passage dans notre émission n'avait pas laissé nos téléspectateurs indifférents. Oui, je crois que vous avez reçu beaucoup de messages Facebook. Qu'est-ce que les téléspectateurs ont eu envie de vous dire? Et beaucoup de messages de soutien, d'encouragement. Et... Les garçons, les filles? Plus des garçons, mais un peu des filles aussi. Il y a des personnes qui se sont reconnues dans votre témoignage? Certains, oui. Il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout dans la maladie, juste des messages de soutien. Et certains, oui, qui m'ont un peu témoigné aussi leur parcours. En tout cas, Valentin, on le voit, vous gardez le courage et la volonté de sortir de l'anorexie. Pour mieux cerner ce que vous vivez au quotidien, on est parti en reportage à votre rencontre dans la région nantaise. À Nantes, en Loire-Atlantique. En seulement 4 mois, Valentin a reperdu 9 kilos. Une rechute soudaine à laquelle le jeune homme ne s'attendait pas. L'année qui passait a été assez compliquée, j'ai fait des rechutes, il s'est passé pas mal de choses entre ma formation qui me plaisait pas, ma rupture amoureuse, le concours d'éducateur spécialisé que j'ai pas eu. Et du coup, j'ai été hospitalisée pendant 2 mois au début d'année scolaire. Mais là, j'essaie de reprendre le dessus. Alors même si c'est pas tous les jours facile, il y a toujours des crises de boulimie. Je me fais toujours vomir, mais j'essaye de continuer à m'appuyer sur mes amis, ma famille. Et je m'accroche à mes projets pour continuer à avancer. C'est pour ça qu'au quotidien, je fais des efforts pour essayer de me sortir de la maladie. Sa maladie, Valentin la combat en effet à chaque fois qu'il passe à table. Aujourd'hui, je me nourris 3 à 4 fois par jour avec le goûter. Donc le matin, je mange normal, je mange bien comme on m'a appris à l'hôpital. Après, le midi, j'essaye de mettre des féculents en fonction des humeurs et des jours, j'y arrive ou pas. Valentin a réussi à s'imposer des repas réguliers, mais il lutte encore contre certains démons. J'arrive quand même à me concentrer sur les saveurs et à faire des choses qui me plaisent. La chose contre laquelle je lutte le plus, c'est en ce moment, c'est surtout les vomissements, les crises.
Je me fais vomir assez régulièrement quand même, ça peut être plusieurs fois par semaine. C'est vrai que les semaines où je suis dans mon train-train quotidien tout seul chez moi, c'est plus difficile de lutter. J'ai envie de m'en sortir, je suis beaucoup plus motivée, j'en ai marre d'être dans cet engrenage de fatigue, de crise, de restrictions, et je sais ce que j'ai à y gagner, et donc ça me motive. Si Valentin est motivé, c'est grâce notamment au soutien de son amie Julie. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Concernée elle aussi par les troubles alimentaires, c'est une précieuse écoute pour Valentin. Et comment ça va toi? Ça va, en ce moment il y a un peu des crises, mais je sens quand même qu'avec ma psy j'avance pas mal. Tu te sens mieux dans ta peau du coup? Ouais, je m'assume beaucoup plus comme je suis, j'accepte beaucoup plus mon sexualité. T'es prêt à aller de l'avant? Ouais. Psychologiquement, le travail continue. Puis grâce au soutien aussi de mes amis et de ma famille, je garde espoir et puis je fais des projets et je continue à avancer. Je vois tous les avantages qu'il y a à plus être malade et à plus faire de crise 4 fois par jour. Donc, et je sais qu'on peut s'en sortir, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Avec Valentin, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi. On était tous les deux hospitalisés sur Nantes pour nos troubles alimentaires. Moi, c'était plutôt versant boulimie. Ça faisait 7 ans que j'étais malade. Avec ce que j'ai vécu, j'essaie de lui montrer que c'est possible de s'en sortir. Je pense qu'on se soutient mutuellement au final pour avancer. Qu'est-ce qu'on fait sans les amis? Rien. C'est pour ça qu'on est là. Alors ce soir on sort? Ouais, avec plaisir. On se soutient mutuellement. C'est important pour vous, hein, la présence de votre ami. C'est ce que vous constatez, Nicolas? Oui, le soutien est vraiment très important, et à cet effet, on a créé une ligne d'écoute aujourd'hui qui existe en France, qui est opérationnelle, qui est le 0810 037 037. Et là, on a des experts, des familles, des soignants qui sont au bout de la ligne et qui vont pouvoir vous aiguiller, vous écouter et rediriger. Parce qu'on a un peu le problème en France, c'est de ne pas avoir des structures de soins spécialisées de partout, malheureusement. Alors, Jacques nous a rejoint. Bonjour, Jacques. Jacques, vous êtes un téléspectateur. Comment réagissez-vous au témoignage de Valentin? Je comprends très bien son témoignage, son vécu, puisque je l'ai moi-même connu pendant pas mal d'années. Je crois que dans ce genre de pathologie, il faut certes se réconcilier avec la nourriture, mais au travers de ce que j'ai pu entendre, il faut essayer de se réconcilier un peu avec soi-même. On est un peu en décalage par rapport. Et pour retrouver un niveau de confiance normal, la particularité étant qu'on se croit un petit peu inférieur, alors que les autres ne vous voient pas du tout comme vous le pensez. Alors, vous êtes tombé dans l'anorexie plus tard que Valentin, à l'âge de 34 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu un élément déclencheur? Je pense que, d'après ce que j'ai pu voir pour mon cas, il faut remonter à l'enfance et à l'adolescence. Et dans la première période, comme vous disiez, 11-12 ans, où là, j'étais vraiment gros. Des grosses joues et les colibés à l'école. Vous savez que le monde de l'enfance et de l'adolescence est assez cruel. Et ça m'est resté toujours ça. Et donc, à ce moment-là, oui, brutalement, j'ai voulu maigrir. Je me suis stabilisé, 57 kilos, donc un peu comme Valentin. Lorsque ça m'a repris, 34 ans, donc. Oui, ce n'était pas un problème de morphologie. Donc, je pense que là aussi, il faut peut-être, c'est difficile, mais chercher un petit peu ailleurs quelques souvenirs, ce qui a pu rester de l'enfance ou de l'adolescence en tête. Et donc, vous êtes tombé dans cet engrenage, finalement, dans le souci, dans un premier temps, de vous trouver mieux physiquement? Si vous voulez, je reviens d'une partie de tennis où je perds, il faisait très chaud, 2 kilos. Et je me suis dit, pourquoi cette fois-là? Et si je ne les reprenais pas? Et puis c'est parti comme ça. Et 5 kilos la première année. Et puis d'année en année, vous savez, après, quand le système commence à se mettre en route, seul on ne peut pas l'arrêter, c'est sûr.
c'est pas possible. Vous êtes descendu jusqu'à combien de 42. kilos? Ah ouais. Ouais, pour 1m74, ce qui, en termes de professionnel, quand on évoque l'indice de masse corporelle... Vous mangiez quoi à ce moment-là? Un yaourt peut-être le matin, une pomme pour pouvoir tenir quand même, et puis un petit peu plus le soir, mais très peu, pour pas que mon environnement familial s'inquiète trop. Mais enfin, on voit quand même l'aspect physique qui évolue. Hein. Et votre entourage, alors, comment il réagissait autour de vous? C'est très difficile pour l'entourage, parce qu'il y a forcément d'abord, comme sûrement Valentin, un déni de la maladie. Donc déjà, pour admettre qu'on a un problème, ça prend du temps. Et puis finalement, après, moi, ce qui a pu déclencher un certain déclic, c'est que j'ai eu en prime, à un moment donné, une très grave dépression, qui est arrivée comme ça en 48 heures, hein, sans que je me rende compte. Et ma femme a réussi à m'amener chez un médecin. Et puis surtout... Est-ce que c'est souvent lié, Nicolas? On peut retrouver des situations de dépression. On ne peut pas résumer que toutes les anorexies mentales sont dues à une dépression, parce que c'est des causes qui sont multifactorielles. Il faut bien rappeler que c'est la maladie mentale qui tue le plus chez les adolescents. Hein, l'anorexie mentale, le taux de décès est très élevé. Et donc, oui, pour la famille, c'est très difficile de réagir. D'ailleurs, la famille est tout aussi... époustouflés par ce qu'il se passe devant eux et ils sont pris eux-mêmes par leurs propres émotions pour pouvoir réagir. On ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas comment prendre le système. Alors très facilement, on va crier, on va dire mange plus, ce qui est la première solution, mais malheureusement, ça n'aide pas toujours. Il faut, comme je disais tout à l'heure, le plus rapidement essayer de taper à la porte des professionnels pour pouvoir être aidé. Et parce que rapidement, hein, on le voit de suite, on est compris très facilement. On a l'habitude d'entendre des discours qui sont quasi toujours un peu identiques dans la formation. Et là, on peut donner les premières clés, aussi bien pour la famille que les patients d'ailleurs. Vous avez mis combien de temps à vous adresser, à prendre conscience de la maladie? C'est-à-dire, si vous voulez, j'avais une consultation par un cabinet médical de très très haut niveau de l'entreprise où j'exerçais, la SNCF, mais il y avait un lien avec mon métier, donc j'étais pris en charge, mais peut-être pas d'une manière aussi... il y avait trop de liens entre mon métier et la médecine. Oui, vous n'étiez pas pris en charge pour cette pathologie-là. Le déclic s'est fait au bout de 12-13 ans pour Jacques, et après cette dépression... Après, surtout, cet accident et cette dépression qui sont arrivés à peu près à un mois près, en même temps. Et votre entourage vous a emmené voir un médecin qui finalement a réussi à vous ouvrir les yeux. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas, j'en profite pour défendre un peu la cause de tous les patients. Nous ne sommes pas de vilains petits canards. Hein, c'est-à-dire que si on ne mangeait pas à un moment donné, c'est pas qu'on n'est pas conscient qu'on commet une erreur. Mais c'est qu'on ne peut pas. Bien sûr. Hein, je défends un peu la cause des... Alors, vous avez enquêté, Renaud, sur cette anorexie, ce phénomène d'anorexie masculine? Alors, effectivement, comme l'a dit Nicolas, il y a environ 10% des patients aujourd'hui qui sont atteints de cette pathologie qui sont des garçons. Et il y a trois grands traits, trois grands caractères qu'on va développer. Le premier, c'est qu'en général, pour les garçons, ce sont des danseurs, des mannequins et souvent des sportifs. Les garçons ont plus de mal à mettre des mots sur cette maladie qui est souvent associée à une maladie féminine. Et puis, c'est beaucoup plus difficile de trouver des symptômes chez les garçons que chez les filles, parce qu'un garçon qui va aller courir, c'est forcément pour entretenir son corps, alors qu'en fait, par exemple, Jacques, lui, mettait un caouet et allait courir sous 40 degrés à Nîmes l'après-midi. Sport. Carrément. Nicolas, c'est... Oui, tout à fait. En plus, on a tous ces systèmes qu'on peut repérer un peu plus facilement chez les filles. Il y a la perte de la féminité, les seins qui disparaissent, etc., l'aménorrhée qui disparaît. Bon... Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas que des critères de diagnostic. Malheureusement, on se retrouve dans un environnement aujourd'hui où on favorise l'activité sportive, où on favorise le manger sain. Donc, c'est devenu presque une bonne culture de bien manger et d'aller faire du sport. Malheureusement, lorsque cette dimension de sport et d'alimentation saine n'a que pour but de contrôler son poids, en effet, on commence à frôler avec un début de trouble du comportement alimentaire. Donc il y a d'autres critères de diagnostic. Bien sûr, il faut avoir une perte massive de poids, il faut vraiment qu'elle soit relativement importante, il faut que ça se maintienne depuis quelques temps. Comme dans les crises de boulimie, il faut qu'elle soit présente. Et ça, on essaye aujourd'hui de faire des diagnostics bien précis dans les hôpitaux, dans les centres experts. Une question, chez les jeunes femmes
qui sont sujettes à cette pathologie. On parle de problèmes après sur leur physique, notamment d'infertilité, etc. Est-ce que cette pathologie peut provoquer les mêmes problèmes chez les garçons? Par exemple, est-ce qu'un garçon qui fait subir à son corps ces pertes de poids pourra souffrir plus tard d'infertilité, par exemple? Alors, tout simplement, il faut se rappeler que l'anorexie mentale, la plupart du temps, dans les deux situations, ça apparaît à l'âge de la croissance du corps. On est à l'adolescence, donc le statut du corps n'est pas encore fini. Et forcément, toute alimentation qui va être déficitaire, en fait, va avoir un impact sur la globalité du corps. On a des impacts sur l'os, on a des impacts hormonaux, on a des impacts forcément sur l'infertilité. Si vous voulez, comme l'alimentation est tellement faible, et que le corps est dans sa période de développement, ben forcément, vous avez quelque chose qui va être très négatif sur l'ensemble. Et on se retrouve avec des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont des ruptures d'os juste en marchant dans la rue. C'est assez très surprenant. Ou alors qui ont des os qui n'ont pas pu se former correctement, qui fait que, ben, malheureusement, après 21 ans, c'est très difficile de pouvoir compenser ça. D'où l'intérêt d'agir au plus vite et de combattre cette dénutrition. Bon, Jacques, c'est grâce à un traitement médicamenteux et à une thérapie que vous avez réussi à reprendre le dessus. Et même si vous avez aujourd'hui le sentiment d'être pratiquement guéri, votre combat contre l'anorexie continue au quotidien. C'est ce que j'ai pu constater en venant vous rendre visite chez vous dans le sud à Nîmes. Nous sommes à Nîmes. Renaud se rend aujourd'hui chez Jacques, 68 ans. Bonjour Renaud. Bonjour Jacques, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. Bon, je vois qu'il y a des assiettes, c'est l'heure du déjeuner. Est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous mangez maintenant? Avec plaisir, et puis si vous prendrez un petit peu table aussi. Mais je vois qu'il y en a une deuxième, je supposais que c'était pour voilà, moi. c'est pour vous. Voilà. Allez. Pendant 10 ans, Jacques a souffert d'anorexie mentale. Aujourd'hui guéri, il ne saute plus aucun repas, même si le déjeuner reste un moment délicat. Prenez place. Alors quand je regarde rapidement, une clémentine, un reste de carotte, un quart de tranche de jambon. Je reconnais tout à fait que c'est léger, mais qu'en fait, j'ai beaucoup de difficultés à aller au-delà. Peut-être est-ce dû à tant d'années de privation ont peut-être fait que l'organisme, justement, je sais pas, c'est peut-être un petit peu réduit. Pendant votre période d'anorexie, vous aviez quel rapport à la nourriture? Alors, un rapport très très compliqué. Si je prenais un fromage blanc, c'était un fromage blanc à 0%. Si je prenais une tranche de jambon, c'était une tranche de jambon allégée à je ne sais pas combien. Mais vous n'aviez plus faim ou... À la fin, j'ai perdu toute notion de faim. Complètement. Alors aujourd'hui, vous m'avez prévu quoi? Eh bien écoutez, aujourd'hui, si vous voulez, on va faire un petit footing. Pendant sa période d'anorexie, Jacques s'est jeté à corps perdu dans le sport, jusqu'à atteindre un poids critique de 42 kilos. Je suis cuit, Jacques, là, déjà. Aujourd'hui, c'est raisonnablement qu'il entretient son physique. Ça va, la foulée est bonne. Ouais, je déroule. En tout cas, c'est agréable de courir au soleil. C'est terminé, Jacques? Ça y est. Parce que là, je pouvais plus, hein. J'ai cru comprendre que vous aviez fait du sport à outrance pendant votre période d'anorexie. Alors effectivement, j'ai carrément dénaturé le sport. C'est-à-dire que je ne faisais plus du sport pour le sport. C'était poussé à l'extrême uniquement pour transpirer abondamment, pour me dire en arrivant, si je passe sur la bascule, j'aurais perdu peut-être 1 ou 2 kilos. Mais 1 ou 2 kilos d'eau. Vous vous sentiez comment dans ces moments-là? Vous étiez heureux quand même? Mais au contraire, ça me faisait un bien énorme. Je me sentais apaisé. Le problème, c'est que cette notion d'apaisement ne dure pas longtemps. J'avais l'impression d'être dopé. Vous n'avez jamais eu l'impression de tirer sur la corde, de faire du mal à votre corps? Je dirais parfois conscient, mais pas suffisamment pour arrêter. On est pris dans un système dont on est prisonnier. On est son propre otage. Si Jacques a repris le dessus sur sa maladie, c'est grâce à ses proches, et notamment son frère Bruno, pour qui l'anorexie n'a jamais été un tabou. Bruno, vous êtes le petit frère de Jacques. Est-ce que vous l'avez vu sombrer dans l'anorexie? Oui, je l'ai vu sombrer de manière très rapide et de manière très profonde dans l'anorexie, oui. Vous avez essayé de lui parler? Comment est-ce que vous vous sentiez vis-à-vis de lui? Au tout début, je lui ai fait part de ma surprise et puis de mes craintes. Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez plonger à ce point-là si profondément, vous avez peur. Parce qu'à un moment donné, j'en étais arrivé à la conclusion que tôt ou tard, on allait m'annoncer une très mauvaise nouvelle.
Vous aviez envie de le secouer Il m'est arrivé de le secouer, de le bousculer, bien sûr, de me mettre en colère aussi. C'était pas forcément la bonne solution, mais au début, on est désemparé. On n'a pas d'informations. On n'a pas d'idée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et on commet des erreurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre frère qui vous a aidé? On remercie toujours, bien évidemment, qu'on remercie tous ceux qui ont pu être proches. Ça, il est certain que ça a été très important, très positif. Ça permet d'avancer. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment guéri? Je pense qu'il a repris le contrôle de sa vie, ça c'est sûr. Et il est vraiment beaucoup mieux. Enfin, les progrès sont spectaculaires. Alors donc, d'après lui, vous allez beaucoup mieux. Vous faites partie d'une association qui aide les personnes atteintes de troubles alimentaires. Oui. En quoi consiste votre rôle? Si vous voulez, de rencontrer des patients, ou plutôt des patientes, et de pouvoir discuter avec elles dans un climat de confiance mutuelle. Un groupe de gens, de personnes qui se comprennent. C'est important pour vous? Ça vous apporte quoi? Oui, absolument. Ça permet déjà de pouvoir aider si c'est possible, hein, apporter quelques informations sur son vécu, si ça peut aider. Et puis, on se sent moins seul, parce qu'on a vraiment le sentiment d'être dans un environnement où tout le monde se comprend. Qu'est-ce que vous diriez à Valentin aujourd'hui? Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui à Valentin, c'est que d'abord, il est jeune, bien, qu'il a la vie devant lui, qu'il a du travail, mais il est pris en charge, on a discuté un petit peu avant, qu'il peut et il va s'en sortir. Il faut qu'il ait confiance, il faut qu'il retrouve une totale confiance en lui. C'est un passage difficile, mais il est bon de le faire. Et puis, je suis convaincu et je souhaite de tout cœur qu'il va avancer. Et puis, comme je lui ai dit, s'il veut que l'on corresponde, c'est avec un immense plaisir que même à distance, c'est sympa. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Valentin, on vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous allez continuer sur votre chemin. Et vous restez en contact, hein, on se tient au courant. Vous nous donnez de vos nouvelles. Merci à nos deux magnifiques, à la fois experts et journalistes, Nicolas et Renaud. Merci à vous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi. Merci. En ce qui concerne la vie à deux, nos invités ne sont pas vraiment d'accord. Papa, tu ramènes le lait, s'il te plaît? Oui, maman. Pour Christine, depuis des années, c'est chacun chez soi. Si j'ai envie, je peux dire, je suis fatiguée, j'ai pas envie, j'ai une copine. Et lui, il restera chez lui, moi, je resterai chez moi. A l'inverse, chez Guy et Guylaine, Je ne m'imaginerais pas vivre sans Guy, parce que on s'est retrouvés, c'est pas pour de nouveau être seul. alors entre ces deux modes de vie radicalement différents, lequel choisiriez-vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on se raconte si on a passé la veille, la nuit ensemble? Chacun de son côté, ça n'aurait aucun sens pour moi. Pour vous faire un avis, rendez-vous dans le prochain épisode de l'Histoire continue. Sunny one so true, I love you. Sunny